Bonjour, c'est Tanguy. Pour cette première vidéo, on va aller en Méditerranée durant l'Antiquité, sur les traces des Grecs et des Romains. Comment Athènes a-t-elle associé la création d'une démocratie et d'un empire maritime? Comment l'Empire romain, qui a duré des siècles, s'est-il constitué et organisé, devenant un grand espace de brassage culturel et religieux? Voyons ça ensemble. Athènes, une démocratie qui contrôle la mer Égée. Au 5e siècle avant notre ère, la cité d'Athènes domine la mer Égée. Mais comment s'est construite cette puissance maritime et comment est-elle devenue hégémonique? Retraçons ensemble les différentes étapes de ce processus. Fondée pour protéger les Grecs de la menace perse et de la piraterie, la Ligue de Délos est une alliance militaire entre Athènes, qui la dirige, et 150 cités de la mer Égée. La Ligue devient le point d'appui de l'empire commercial d'Athènes et contribue à sa prospérité économique. Ce faisant, elle devient également un instrument politique. Comme tu le sais depuis très longtemps, le régime politique d'Athènes est la démocratie. Mais en quoi consiste-t-elle? Qui y contribue? Et comment évolue-t-elle? Dans la démocratie athénienne, seuls les citoyens contribuent à la vie politique. Et ils ne sont pas très nombreux. Les esclaves, les femmes et les étrangers en sont exclus. Les citoyens, en revanche, sont égaux entre eux. C'est ce que l'on appelle l'isonomie, l'égalité des normes. Ils peuvent voter et rendre la justice. Je te présente l'homme politique le plus influent de cette époque, Périclès, qui fait évoluer les institutions vers la démocratie directe et qui renforce l'hégémonie d'Athènes. Cette puissance grandissante d'Athènes sur la Ligue et sur les mers est perçue comme une menace par la cité de Sparte. En 431 avant notre ère, une guerre éclate entre Sparte et ses alliés d'une part, Athènes et la Ligue de Délos d'autre part. Athènes est défaite en 404 et la Ligue de Délos est dissoute. Cette défaite amène à la contestation de la démocratie qui est concurrencée par un régime qui accorde le pouvoir à un petit nombre de citoyens, l'oligarchie. La construction de l'Empire romain. Contrairement à l'Empire athénien, l'Empire romain s'agrandit progressivement par des conquêtes et des annexions. Quand on pense à Rome, on pense souvent à César et à Auguste. Mais en réalité, l'Empire romain atteint son extension géographique maximale sous l'empereur Trajan au second siècle de notre ère. Il couvre alors le pourtour méditerranéen et va au-delà jusqu'en Bretagne au nord et en Arménie à l'est. Les frontières sont du coup gigantesques. Mais alors, comment est assurée la sécurité à leur niveau? Grâce aux légions romaines, qui stationnent dans les régions frontalières pour protéger l'Empire des incursions des peuples voisins. Certaines frontières sont même fortifiées, comme le mur d'Adrien, dont on trouve encore des traces aujourd'hui. Il a été érigé par l'empereur Adrien, au nord de la province de Bretagne, dans le nord actuel de l'Angleterre. L'Empire est organisé en provinces, dans lesquelles se diffusent la culture, la langue et l'urbanisme romain. En 212, grâce à l'édit de Caracalla, tous les hommes libres de l'Empire deviennent des citoyens romains. A priori, ça a l'air très généreux, mais en fait, c'est surtout que cet empereur avait besoin de percevoir des impôts de la part de tous les habitants de l'Empire, et pour cela, il fallait qu'ils soient des citoyens romains. Rome, la capitale, est le siège du pouvoir. Et en parlant de pouvoir, de quelle nature est-il au début de notre ère? Auguste concentre les principaux pouvoirs à partir de l'année 27. Il met en place un nouveau régime, le Principat, qui remplace la République. De sa mort jusqu'au début du IIIe siècle, s'étend une longue période de prospérité et de stabilité que l'on appelle la paix romaine, la Pax Romana. L'Empire, lieu de brassage culturel et religieux. Entre le 1er et le 5e siècle, l'Empire romain se christianise. As-tu retenu les grandes étapes de ce processus? Avant la christianisation, couvrant tout le pourtour méditerranéen et même au-delà, l'Empire romain est un creuset de culture et de religion qui s'influencent entre elles. On parle de syncrétisme. Le christianisme naît en Orient au 1er siècle de notre ère. Contrairement à la religion romaine, qui possède plusieurs dieux, ce que l'on qualifie de polythéisme, les chrétiens croient en un Dieu unique, ce qui en fait un monothéisme.
théisme. À partir du 1er siècle, cette religion se diffuse au sein de l'Empire romain grâce au réseau routier. Si elle est présente dans les grandes cités de l'Empire au IIIe siècle, le culte chrétien est toutefois minoritaire et ses disciples sont persécutés. C'est notamment le cas en 303 sous l'empereur Dioclétien. Le statut du christianisme, toutefois, bascule au IVe siècle sous l'influence d'un empereur. Et je crois que tu connais déjà son nom. Cet empereur, c'est Constantin. Après avoir mis fin aux persécutions, il autorise la religion chrétienne à travers tout l'Empire par l'édit de Milan en 313. D'ailleurs, Constantin ne s'est pas contenté d'autoriser la religion chrétienne. Il l'a même embrassée avant sa mort, ce qui en fait le premier empereur chrétien. À la faveur de l'édit de Milan, le christianisme s'étend à travers l'Empire. L'extension s'accélère lorsque l'empereur Théodose interdit les cultes polythéistes qualifiés de païens. La religion chrétienne, devenue officielle, rayonne dans tout le monde romain. Le christianisme s'insère dans la culture romaine et intègre cet héritage culturel. En retour, il participe à la romanisation de l'Empire, notamment après le sac de Rome par les Goths en 410. Et voilà, tu en sais un peu plus maintenant sur la Méditerranée durant l'Antiquité. Aurélie, dans la prochaine vidéo, te parlera de celle-ci durant le Moyen-Âge. Encore une histoire passionnante. À bientôt!